Le 23 décembre 2024, le président de la République, Paul Biya, a promulgué la loi portant fiscalité locale au Cameroun. Cette loi fixe les impôts, taxes et redevances mobilisés au profit des collectivités territoriales décentralisées. Selon la Direction générale des impôts, l'objectif visé en 2026 est de porter les ressources mobilisées dans le cadre de cette fiscalité locale à 600 milliards de francs CFA. Quelle plus-value cette loi apporte-t-elle? Quels sont les mécanismes de collecte? Comment convaincre les édiles que ce n'est pas une herbe qui leur est coupée sous le pied? Qu'en est-il du recouvrement, de la redistribution? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de Challenge Eco, votre émission économique sur PRC TV. Cette édition se donne pour ambition d'éclairer toutes les zones d'ombre qui peuvent exister autour de la fiscalité locale. Et le préposé à l'éclairage est Adrien Toqué, chef de division des études, de la planification et des réformes fiscales à la Direction générale des impôts. Adrien Toqué, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de PRC TV. Merci beaucoup, M. Adian. C'est moi qui suis honoré d'être invité à cette importante émission pour apporter les éléments de compréhension de la réforme, à la fois à l'opinion publique, mais également aux principaux bénéficiaires de la réforme, que sont les collectivités territoriales décentralisées. D'abord, sur la forme, 46 pages quand même, pour 152 articles, il ne fallait rien oublier. Non, c'est surtout le produit d'un travail assez important qui est engagé, avec pour ambition de mettre en lumière la vision du chef de l'État qui a, depuis la Constitution de 1996, conçu le Cameroun comme devant bénéficier d'un État centralisé, mais bénéficiant de collectivités territoriales pour assurer la décentralisation. Donc c'est un État volontairement décentralisé. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette loi apporte de nouveau en matière de fiscalité locale dans notre pays? Je dois d'abord dire que pour que vous ayez une claire lecture de ce dont il s'agit, il faut remonter, je l'ai dit, la Constitution de 1996 et puis donc la première loi qui porte fiscalité locale de 2009 qui a, après quelques années, montré quelques signes qui nécessitaient que l'on l'améliore. Mais il y a surtout une accélération du processus de décentralisation qui intervient avec la création d'un ministère dédié en 2018. Ce ministère-là, en 2019, donc un peu moins d'un an après sa création, lance un processus de consultation auprès des collectivités avec donc les assises, les premières assises de la commune pour essayer de définir une trajectoire de modernisation de la gestion de nos collectivités territoriales décentralisées. Et ces assises-là concluent à la nécessaire autonomisation financière des collectivités. Et quelques mois plus tard, en septembre-octobre, il y a le grand dialogue qui permet encore à toutes les opinions de s'exprimer, à toute l'intelligence du Cameroun d'avoir à bâtir l'avenir qu'il faut pour nos collectivités territoriales. Tout ceci est sanctionné par la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées de décembre, promulguée par le chef de l'État en décembre 2019 ou 2020, je crois, c'est 2019. Sur la base donc de cette loi de 2019, l'administration fiscale reçoit, le ministère des Finances, le mandat de traduire en termes de recettes mobilisées cette ambition du chef de l'État d'avoir à augmenter sensiblement la capacité des collectivités territoriales à assumer leurs missions. C'est donc ce processus-là qui est validé par la création d'un groupe de travail interministériel qui doit finalement proposer aux autorités la trajectoire de réforme qu'il faut pour avoir une fiscalité moderne et ambitieuse au profit de nos collectivités territoriales décentralisées. Donc voilà un peu le contexte. Dans ce comité-là, on a véritablement toutes les parties prenantes qui doivent permettre de proposer aux autorités une réforme équilibrée, une réforme
ambitieuse pour que les collectivités territoriales puissent assumer leur mission désormais avec une aisance qu'elles n'avaient pas jusque-là. C'est un peu ça le sens, donc, et l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collectivités elles-mêmes qui étaient représentées au plus haut niveau, que ce soit le FECOM qui est l'instance qui est un peu comme ce qu'on appelle la banque des communes, les ministères sectoriels qui s'occupent de ces questions-là et bien entendu les régies financières de l'État. Tout le monde a contribué à définir ce que nous souhaitions proposer aux autorités comme réforme à apporter. Le comité a travaillé, interministériel a travaillé sur à peu près un an et demi, et les premières conclusions ont été soumises aux autorités. Il y a eu des séquences encore d'amélioration de la qualité des propositions faites, à la fois au niveau ministériel, au niveau des services du Premier ministre et au niveau de la coordination centrale à la présidence de la République. Donc, la loi de 2024 est le produit du consensus national sur un certain nombre de points clés que la réforme devait porter. Alors, de manière spécifique, cette nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle vient résoudre comme problème? Est-ce qu'il y avait un problème de collecte des impôts locaux au Cameroun? Oui, la pratique, celle consacrée par la première loi de 2009, la pratique a montré quelques insuffisances. Et nous étions tous d'accord sur le constat qu'il y avait tout d'abord, comme première insuffisance, un nombre de prélèvements qui était trop important. Trop important, notamment parce qu'il y avait une partie essentielle qui devait être assurée par les collectivités territoriales elles-mêmes, alors qu'elles n'avaient pas les moyens techniques, les compétences en matière de ressources humaines et bien entendu les ressources financières qu'il faut pour aller mobiliser. Et donc, c'était le premier constat. Le deuxième constat important était que parfois, sur un certain nombre de prélèvements, il y avait une concurrence entre les services centraux de l'État qui mobilisent et les services des collectivités qui avaient besoin de la ressource immédiatement. Donc, il fallait clarifier un certain nombre d'éléments. Et la troisième ambition était d'avoir à construire une réforme qui manifeste davantage la solidarité nationale que le président de la République a toujours prônée s'agissant des collectivités territoriales. Vous savez comme nous qu'il y a des divergences de potentiel au sein de nos collectivités. On y reviendra. Voilà, il fallait donc une réforme qui épouse le fait que les ressources ne sont pas équitablement reparties dans notre pays, mais que chaque collectivité a besoin de ressources pour assumer ses missions. Enfin, il y avait le fait que la réforme prenait en compte l'introduction d'un deuxième niveau, un deuxième échelon de la décentralisation, à savoir l'entrée en fonctionnement des exécutifs régionaux. On part donc d'une situation où on avait essentiellement les communes et les communautés urbaines, et on rajoute l'échelon au-dessus qui est l'échelon régional. Il fallait donc avoir à organiser le fonctionnement de l'ensemble de ces structures-là et éviter qu'il n'y ait des chevauchements qui soient préjudiciables pour le fonctionnement de l'ensemble de l'architecture. Donc, voilà à peu près les piliers sur lesquels nous avons travaillé. Et la conclusion à laquelle nous sommes parvenus dès le début des travaux était qu'il fallait augmenter la collecte au profit des collectivités d'au moins 2 points de produit intérieur brut. On partait d'une situation où, sur l'année 2019, le décompte fait montrait que les ressources mobilisées au profit des collectivités territoriales étaient d'à peu près 0,8% du produit intérieur brut. Et la réforme s'est donnée pour ambition d'arriver rapidement à au moins 2% du PIB. Donc, c'était plus qu'un doublement de recettes envisagées au profit des collectivités. Et donc là-dessus, vous pouvez voir le chiffre que vous avez énoncé à l'entame de votre propos, 600 milliards à mobiliser cette année. Sur l'exercice 2019, on était à peu près à 220 milliards. Donc vous voyez qu'on est sur une pente très, très ascendante en termes de mobilisation au profit des collectivités territoriales. D'accord. Alors, la question, qui va recouvrer ces impôts et comment est-ce que ces impôts vont-ils être recouvrés? Je l'ai dit tout à l'heure, on devait résoudre une équation simple. Nous avons, avec l'arrivée des exécutifs régionaux, un nouvel échelon qui intervient et qui doit
avoir de la ressource propre pour participer aussi du principe de l'autonomisation financière. La question qu'on s'est posée, c'est de se dire, est-ce que dans notre pays jeune et qui a encore des paliers à franchir pour atteindre la croissance maximale, est-ce qu'il est possible qu'on permette que chaque échelon, l'échelon des régions, il y ait des équipes qui mobilisent à ce niveau-là, qu'au niveau des communes, il y ait des équipes qui mobilisent, qu'au niveau des communautés urbaines, il y ait de la mobilisation propre, qu'au niveau de l'État, on ait des régies financières, à savoir le trésor, le budget et les impôts. Est-ce que si on laisse chacun aller chercher sa ressource, il pourrait subsister cette crainte-là que le contrôle des uns et des autres et finalement les entreprises pourraient pâtir d'une certaine cacophonie qui pourrait naître. Quand bien même les idées, voilà, quand bien même l'idée de départ serait noble, la mise en œuvre parfois peut présenter quelques limites. Donc, la question à laquelle il a fallu répondre, c'était de dire, est-ce qu'on laisse chaque entité collecter pour son compte, ou alors on organise une collecte qui garantisse qu'on soit à la fois efficace et simple dans la mobilisation, à savoir donc qu'on fasse jouer les mécanismes de simplification. La question, nous ne l'avons pas tranchée en tant que comité interministériel. Il s'est trouvé qu'on a choisi de passer par le canal d'une question qui était posée aux bénéficiaires, à savoir donc un sondage qui a été adressé à l'ensemble des parties prenantes. Le sondage prenait en compte un échantillon de communes, un échantillon de communautés urbaines et un échantillon de régions. On leur a demandé quelle était pour elles la meilleure perspective de mobilisation. Et le retour du sondage a été clair et sans embâche. C'était 72% des collectivités ont pensé que l'État central, à travers ses régies financières, a plus de compétences et de moyens pour assurer la mobilisation. Le constat était réaliste parce qu'il partait d'une situation, un constat simple sur l'exercice 2019 dont nous parlons, qui est l'exercice des références. Les régies financières ont mobilisé 220 milliards pour les collectivités et les collectivités elles-mêmes, les 374, quand il a fallu collecter, sur l'exercice 2019, elles ont collecté 25 milliards. On voyait donc bien que si elles collectent un peu moins de 10% de la ressource dont elles ont besoin, il est peut-être mieux et plus efficace qu'on permette que ceux qui mobilisent les 90% soient en capacité de travailler pour que les 10% là soient optimisés toujours au profit des collectivités territoriales. Donc voilà le résultat auquel nous sommes parvenus. C'était d'abord l'assentiment même des collectivités de se dire que, en dépit de la volonté qui est la leur de collecter, il se trouve que les limites rencontrées sont suffisamment fortes pour qu'il soit davantage question que l'État apporte son concours pour la mobilisation. Enfin, la dernière équation qu'il a donc fallu résoudre une fois qu'on a décidé sur la base du sondage que c'est le chemin à suivre, c'était comment faire en sorte que la ressource soit mise à la disposition des collectivités immédiatement quand elle est collectée. Et donc là aussi, les mécanismes dont nous disposons au sein des administrations des régies financières permettent qu'on fasse passer la ressource du compte du contribuable immédiatement vers le compte de la collectivité bénéficiaire. Et donc, c'est tous ces moyens-là qui ont été mis ensemble pour que nous mettions en place et que nous proposions aux autorités une réforme qui va avoir un impact visible sur le fonctionnement de nos collectivités territoriales. D'où le comment, alors? Le comment, pour l'aborder de façon efficace, il faut peut-être se dire que l'actualité qui nous met en présence aujourd'hui, c'est le fait que certains textes qui devaient être pris à la suite de la loi viennent simplement d'être pris. On a parlé du texte qui crée les unités de suivi de la fiscalité locale. C'est un texte qui était attendu depuis à peu près 1 an et demi, mais qui a, pour sa maturation et donc pour qu'il soit en situation d'être validé, nécessité qu'il y ait des travaux conjoints, qu'on écoute tout le monde et qu'on aille vers une solution, une fois de plus, qui soit conforme. Et il y a également eu un texte, il y a quelques jours avant, un texte du Premier ministre qui organisait la péréquation et l'interrégionalité au niveau de l'échelon régional.
comment est-ce que les ressources mobilisées vont être reparties entre régions et comment est-ce que les régions vont fonctionner sur la base de ces ressources-là. Donc ces textes sont récents et n'ont donc pas permis qu'avant qu'ils ne soient validés, que la réforme donne toute sa consistance. Et donc, certains ont pu montrer quelques signes d'impatience compte tenu de ce que la vitesse de conduite de la réforme n'a pas été celle qui était attendue. Mais vous savez, nous sommes dans un segment de réforme qui est très sensible. Quand on parle de collectivité territoriale décentralisée, on parle de la chair vive de nos sociétés. Il faut y aller par dose homéopathique, faire en sorte qu'on évolue par consensus successif vers une solution qui soit réaliste. C'est donc pour cela que vous voyez les derniers textes ont été signés et tout à fait opportunément, les centres de fiscalité locale qui doivent également porter la réforme ont également été installés, les responsables ont été désignés et nous considérons donc que la réforme va immédiatement dans les prochains jours prendre sa vitesse de croisière pour que chacun ressente de façon assez importante l'impact de la réforme dans les ressources mobilisées. On parle beaucoup de l'impôt général synthétique, l'IGS. C'est l'impôt central de cette loi? Ce n'est pas l'impôt central, mais c'est un des impôts les plus importants. Et je tiens à présenter les deux piliers sur lesquels nous sommes, en tant que comité interministériel, appesantis pour porter la réforme. Le premier pilier, c'était de se dire que plutôt que de s'appuyer sur ce que chaque collectivité peut générer, on peut déjà essayer d'optimiser la collecte auprès de ce que nous appelons les bases nationales, ça veut dire les grands impôts. Quand c'est payé un peu partout, on peut organiser une redistribution qui fasse qu'on n'ait pas à aller, on n'ait pas la pression à aller immédiatement vers le contribuable le plus proche parce qu'on a déjà un niveau de ressources important. On partait donc là de ce que les centimes additionnels représentaient déjà une part très importante de la collecte au profit des collectivités territoriales. Il a donc fallu se dire que est-ce que ces centimes-là sont aujourd'hui, en termes de spectre d'application, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas étendre? Et l'option a été d'étendre. Donc, en plus des trois impôts sur lesquels on asseyait jusque-là les centimes additionnels, à savoir la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, il a été proposé aux autorités d'avoir trois nouveaux impôts qui vont également sécréter les centimes additionnels pour massifier les ressources au profit des collectivités. Il a donc été retenu qu'en plus de ces trois impôts, on devait rajouter des centimes additionnels sur les impôts dont la collecte au profit de l'État sont assez importants, à savoir donc les droits d'accise qui représentent à peu près 400 milliards quand c'est collecté pour l'État. Il fallait mettre un centime dessus et le centime qui a été mis dessus doit rapporter, c'était à hauteur de 5%, ça doit rapporter entre 20 et 25 milliards chaque année. On a mis les centimes également sur les droits d'enregistrement sur la commande publique. Tous ceux qui réalisent les marchés publics, ainsi de suite, les bons de commande, doivent au moment d'enregistrer leur contrat, payer un droit en sus pour financer la décentralisation. Là aussi, ça représente 90 à 100 milliards par an d'impôts. En mettant donc un centime dessus, on est à peu près entre 6 et 8 milliards par an pour les collectivités. Et enfin, il y avait également la taxe spéciale sur les revenus versés à l'étranger. L'idée de départ, c'était de considérer que les non-résidents, quand ils prestent au Cameroun, ils doivent quand même payer l'impôt camerounais. Et on se disait que comme cet impôt est général et n'appartient pas à une collectivité, au départ, il n'y avait pas de centime additionnel, mais la réflexion du comité interministériel était de se dire que, bon, de toutes les façons, on peut considérer l'étranger comme étant une collectivité unique. Et donc, on a mis également un centime additionnel dessus. C'est à peu près 100 milliards aussi de mobilisation en termes de recettes. Donc, le centime va aussi nous faire quelque chose comme 6-7 milliards. En cumulé, donc, sur ce premier segment de réforme, on a en capacité de dire que sur une année pleine, c'est à peu près entre 30 et 35 milliards de collecte pour les premières années. Et puis, avec la croissance et puis les effets d'inflation, ça va continuer de progresser. C'était le premier élément. Le deuxième élément, toujours pour les bases nationales, c'était le droit d'accise pour l'enlèvement des ordures. C'est un droit d'accise qui a été mis en place en 2019,
qui devait permettre qu'au niveau du port, de nos ports, au moment où la marchandise est importée, l'importateur paye à peu près 0,5% de la valeur de sa marchandise pour financer la décentralisation. La réforme a porté ce prélèvement de 0,5 à 1%. Les derniers chiffres montrent que l'année dernière, on a collecté 45 milliards, alors que la première année, on était à 18 milliards. Pour montrer donc que le premier pilier de la réforme, c'était les bases nationales. Le deuxième pilier, c'était comment faire en sorte qu'on rende quand même l'impôt proche de ceux qui le payent, ça veut dire des usagers, pour faire remonter le principe de redevabilité. Vous savez, l'impôt est payé par les contribuables et les contribuables attendent quand même en contrepartie, même si cela n'est pas dit textuellement, ils attendent quand même une amélioration de leurs conditions de vie, du bien-être, voilà, et que les biens publics soient mis à leur disposition, que ce soit en termes de santé, d'éducation, d'infrastructure et tout. Donc, il faut que les collectivités, leur impact soit visible dans la vie de tous les jours des usagers, que nous sommes tous plus ou moins les enfants d'une commune. Il se trouve donc qu'en plus des bases nationales, il fallait trouver un moyen de faire payer chacun dans sa collectivité et que ce paiement-là puisse rendre l'autorité qui le reçoit en capacité de délivrer les biens publics et qu'il y ait cette obligation-là parce que les gens ont contribué, qu'ils sentent un changement dans leur quotidien. C'est donc le sens des autres impôts qui ont été mis en place, à savoir donc l'impôt général synthétique. L'impôt général synthétique, c'est un remplacement, une modernisation de l'ancien impôt libératoire. Et pour montrer à quel point le comité interministériel était ambitieux, l'impôt libératoire était appliqué jusque-là sur les revenus des contribuables dont le revenu est inférieur à 10 millions. Pour l'impôt général synthétique, on a dit non, il faut aller jusqu'à 50 millions. Donc, ce palier de contribuables qui était compris entre 10 millions et 50 millions payait par le passé pour l'État. Et l'ambition de la réforme était de dire que non, les petits contribuables, on peut les spécialiser pour qu'ils ne payent plus davantage que pour les collectivités territoriales. C'est ça le sens de l'IGS, c'était donc de créer un impôt simplifié pour les plus petits contribuables, mais entendu petit, moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Ça fait donc que ce segment-là est aujourd'hui pour nous le potentiel le plus important de la réforme. Quand nous avons fait les premières simulations, on s'est dit sur les 5 premières années, on doit pouvoir atteindre au moins 50 milliards de mobilisation. Mais à partir de la 5e année, on doit rapidement atteindre le niveau de 100 milliards au moins pour les collectivités. L'avantage de cet impôt étant que dès qu'il est mobilisé, il va directement dans le compte des collectivités. Il y a eu quelques développements informatiques à faire pour s'en assurer et c'est désormais le cas. Tout ce qui est payé par les redevables au titre de l'impôt général synthétique va désormais directement dans les comptes des collectivités. On trouvera également une séquence pour parler de l'impact de la contribution de la Direction générale du Trésor pour rendre effectif cette mise à disposition directe de la ressource mobilisée dans le compte des collectivités. Le Trésor a beaucoup travaillé pour que chaque collectivité ait désormais un compte au niveau de le compte secondaire de l'État, compte unique secondaire, à savoir le compte Campost. Et vous savez que Campost est aujourd'hui l'entité publique qui a le plus grand nombre de représentations dans les territoires. Et donc, il va continuer à développer pour que chaque commune ait au moins un compte, une agence Campost avec donc un compte pour la collectivité. Donc, voilà comment est-ce que nous avons conçu cela. À côté de l'IGS, il a donc fallu moderniser. J'ai parlé tout à l'heure des 26 prélèvements. C'était un peu trop de prélèvements pour que l'administration soit saine. Pour être efficace, il faut parfois avoir un palier en termes de nombre de prélèvements qui soit gérable. Quand c'est des prélèvements à n'en plus finir, il est plus compliqué d'administrer ces prélèvements-là. C'est donc pour ça que la réforme a donc pensé aussi à réduire la voilure en termes de nombre de prélèvements. Il y a comme une forme de harcèlement. Voilà, c'est ça. Et donc, il a fallu moderniser des impôts qui étaient des impôts très, très polémiques, comme
ce que les usagers ont connu sur le vocable de OTVP, qui était dans l'impôt qui était payé pour l'occupation temporaire de la voie publique. On a considéré que c'était un impôt qui était difficile à administrer et qui donnait lieu à des débordements trop importants. Il a fallu donc qu'on réduise les prélèvements et on a donc supprimé celui-là parce que les mêmes auxquels on demande de payer payent déjà d'autres natures d'impôts, payent déjà les patentes, payent également dans l'impôt général synthétique. Il n'est pas important de faire de la superposition de taxes. Et on a plus insisté sur les redevances, à savoir dans la ressource qui est mobilisée en contrepartie d'un service que les collectivités mettent à la disposition des usagers. C'est le cas des marchés, c'est le cas du permis de bâtir, c'est le cas d'un certain nombre d'autres prélèvements, les droits de parking, ainsi de suite. Donc, dès que ces équipements-là sont aménagés, il est tout à fait normal que la collectivité perçoive une rétribution pour l'effort qui est consenti. Ça, c'est donc l'échelon communal. Oui. Tous les impôts dont nous avons parlé, c'est l'échelon communal. Il a fallu également trouver donc des ressources pour les régions. Et là-dessus, sur la base de ce qui avait déjà été préfiguré dans la loi de 2009, on a reconduit un certain nombre de prélèvements qui s'appuient davantage sur des bases nationales et sur des ressources les ressources naturelles, à savoir dans les ressources minières, les ressources pétrolières, dans tout ce qui est redevance. Une partie est destinée à financer la décentralisation à l'échelon régional. Le droit de timbre d'aéroport finance les régions, ainsi de suite. Et pour la première année de mise en œuvre de la réforme au profit des régions, cela représente à peu près 120 milliards qui sera mobilisé par la DGI et la Direction générale des douanes au profit de l'échelon régional. Voilà donc comment est-ce que nous avons bâti une réforme qui, de notre point de vue et de l'avis général de ceux qui ont contribué, est une réforme particulièrement ambitieuse. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les communes ont chacune leurs spécificités, leurs priorités. Il y a beaucoup de disparités. Est-ce que ça ne va pas poser un problème dans la répartition? Précisément, l'ambition qui était celle de ceux qui ont participé à la réforme, c'était de bénéficier des avancées technologiques des administrations des régies financières. Ce qui était déjà le cas pour la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes, à savoir collecter et faire en sorte que nous collections déjà pour les communes, à savoir dans les centimes additionnels. Nous collections la patente pour les communes. Nous collections pour la CRTV, la redevance audiovisuelle. Nous collectons pour le crédit foncier, la contribution au crédit foncier. Donc, on a déjà cette facilité-là à encaisser et à redistribuer. Donc, le faire pour les 374 communes et communautés urbaines, ce n'était pas un enjeu extraordinaire. Et rajouter les 10 exécutifs régionaux, nous pensons avoir suffisamment de maîtrise pour le faire et c'est ce que nous prouvons au quotidien désormais. Est-ce qu'il y aura quand même une évaluation des retombées de cette loi-là sur le portefeuille des CTD? Si on va seulement donner l'argent, on ne va pas essayer de savoir comment est-ce que ça a impacté véritablement les CTD? Non, précisément, c'est des paliers de réforme. Le plus urgent était de faire en sorte que la ressource dont elles bénéficient pour assurer leur mission soit beaucoup plus importante. Et bien entendu, on a beaucoup parlé de la notion de redevabilité. Le principe est que à ceux qu'on donne le plus, on demandera aussi le plus. C'est bien ça, c'est-à-dire plus on vous en donne, plus on sera exigeant dans l'usage que vous ferez de ce dont on a mis, de ce qu'on a mis à votre disposition. Donc, le principe est celui-là. Pour le moment, nous, les régies financières, nous travaillons davantage à assurer le succès de la réforme par la qualité et le volume de la mobilisation qui est faite. Bien entendu, les usagers, quand eux-mêmes vont mesurer ce qu'ils ont apporté au fonctionnement de leur communauté urbaine, de leur commune et de leur région, vont sans doute être plus exigeantes dans le rendu et l'utilisation de la ressource qui est mise à disposition. Et je pense aussi que c'est un engagement du principe de l'accélération de la décentralisation, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet élan de proximité là dans le traitement des problèmes publics, de se dire que les politiques publiques doivent s'appuyer sur des acteurs de proximité
pour que chacun ait une solution au problème qui est le sien. Nos cités présentent beaucoup d'enjeux et de défis pour les autorités qui les administrent. Et donc, nous nous mettons les moyens et les usagers et les populations vont veiller à ce que ces moyens-là soient utilisés conformément. Alors, dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2026-2028 du ministère des Finances, les pertes projetées pour les caisses de l'État sont estimées à 150 milliards de francs CFA en 2027 et 2028. Comment comprendre cela? Non, le travail, vous savez, le travail de toutes les administrations financières et notamment donc fiscales, c'est comment adresser les risques, c'est la gestion de risques. Et la gestion des risques, c'est mettre en place des dispositifs pour réduire année après année les déperditions qui peuvent être liées au fonctionnement du système. Quand on met en place la digitalisation des procédures, à savoir que désormais, pour s'immatriculer, vous le faites. Pour vous immatriculer, vous le faites en ligne. Pour déclarer et payer, vous le faites en ligne. Ça réduit tout ce qu'on pouvait perdre comme ressources dans ces segments-là de l'activité. Désormais, la ressource part du compte du contribuable vers le compte unique du Trésor directement et pour les collectivités vers leur compte à la Campos. Ça fait qu'il n'y a aucune perte en chemin. Mais on doit continuer à travailler pour que, là aussi, on aille plus loin dans la sincérité des déclarations des contribuables, dans la conformité par rapport à la loi de tout ce qu'ils font. Et c'est donc pour ça que les réformes qui sont en train d'être préparées et qui vont être mises en place dans les prochains jours, c'est des réformes qui apportent la digitalisation dans le segment économique. Ça veut dire qu'après avoir réformé l'administration pour qu'il n'y ait plus rien qui ne soit digitalisé au sein des processus administratifs, il faut désormais que les processus économiques aient aussi ce même niveau de digitalisation pour qu'il n'y ait plus de possibilité pour un contribuable de ne pas acquitter l'impôt qui est dû. Dans les prochains jours, on mettra en place un système de facturation électronique dans notre environnement. On a fini de sélectionner l'opérateur qui va construire la solution. Ça fait qu'on va s'assurer que désormais les factures passent par un canal qui garantissent qu'il y ait de la transparence et de la sincérité par rapport aux opérations. On ira beaucoup plus loin dans les prochains mois pour que même au niveau des paiements qui sont faits pour le règlement des factures, que là aussi, la part impôts et taxes du montant payé par le client aille directement dans le compte de l'État et ne transite plus par le compte du contribuable parce que certains contribuables pouvaient avoir d'autres perspectives quand cette ressource était entre leurs mains. Donc, tous ces processus-là montrent bien que nous allons vers une société beaucoup plus transparente et beaucoup plus consistante en termes de paiement de l'impôt. Et vous verrez que les déperditions qui sont notées là seront réduites à leur plus simple expression mois après mois et année après année. Alors, Adrien Tokeh, est-ce que les CTD avec lesquels vous avez discuté, est-ce qu'elles sont rassurées? Parce que la semaine dernière, on discutait avec un maire, il nous disait que lui, dans sa commune qui est rurale, il a des soucis du genre si un poteau électrique tombe, la société chargée d'électricité n'y va pas à grands pas pour arranger. Et il peut faire 2-3 semaines sans électricité s'il ne prend pas sur lui de chercher des gens qui vont soulever ce poteau et ça fait des charges. Il y a des petits problèmes comme ceux-là du quotidien qu'il faut résoudre. Est-ce que vous pouvez donc les rassurer ou bien vous les avez déjà rassurés que cette nouvelle loi qui vient ne va pas un peu les enchaîner? Non, c'est vraiment tout le contraire. C'est tout le contraire. Mais sans doute pour que les collectivités en soient rassurées, il faut que ce soit l'épreuve des faits. Ce que nous disons, c'est que si on considère déjà l'État central lui-même, à savoir donc l'ensemble des ministères et tout le fonctionnement des structures de coordination et des grandes institutions, vous verrez bien que pour que la présidence fasse ce qu'elle a à faire, elle n'a pas besoin d'avoir une caisse ici pour encaisser elle-même le produit de ce que le contribuable paye. Pour qu'on repart des routes, qu'on engage des travaux d'urgence, on n'a pas forcément besoin d'être directement à la collecte. Il se trouve que
ce que nous voulons mettre à la disposition des collectivités, ce sont les moyens modernes de collecte qui garantissent que leurs comptes soient approvisionnés à vue. Ça veut dire que tout ce qui est dû à leur profit, que ce montant-là se retrouve dans le compte. Maintenant, les mécanismes d'utilisation de la ressource, c'est des mécanismes de finances publiques qui sont connus et qui peuvent rapidement assurer la gestion des urgences. Il n'y a pas d'antinomie entre le fait que la collecte soit digitalisée et l'urgence des difficultés à assumer. Non. Il faut juste que la ressource soit collectée et le maire a le maire ou bien l'exécutif régional, ils ont toute la latitude pour mettre en place les régies d'avance, pour mettre en place les caisses d'avance, et ainsi de suite, pour que la ressource soit disponible en capacité surtout de traiter des questions urgentes qui se présentent. Mais le fait n'est pas d'avoir à encaisser directement en espèces pour aller résoudre un problème. Non, il faut que la collecte épouse les canons des finances publiques, qu'il y ait une émission préalable, un encaissement après émission, et que derrière, la ressource disponible puisse donc servir à l'usage de l'ensemble des besoins de la collectivité. Donc, il n'y a pas antinomie. Ce que nous disons, c'est que nous mettons en place des mécanismes pour qu'il n'y ait plus aucune déperdition dans la collecte. Ça fait qu'elles ont 100% de leurs ressources, et une fois qu'elles ont dans leurs ressources, elles peuvent l'utiliser à bon escient. La crainte qu'elles avaient, c'est davantage une question de perception, de se dire que comme je n'ai plus moi-même les caisses, comment ça va se passer? Tout à fait. Or, la réforme prévoit qu'il y ait désormais conjonction de deux forces, à savoir la force de mobilisation des administrations des régies financières, la DGI, la DG des douanes, et la force de mobilisation qui était celle des collectivités elles-mêmes à travers les unités de fiscalité locale. Donc, on associe les forces de chacun des deux segments de la collecte pour qu'on aille tous vers une collecte qui soit optimisée. Donc, on ne les a pas sortis du créneau, au contraire, on fait en sorte qu'elles doivent aider les centres de fiscalité locale à identifier tout ce qui est dû, tous les redevables, toutes les assiettes. L'impôt qui est le plus emblématique dans notre contexte, c'est la taxe foncière. On a toujours tous en image le fait que nous vivons une explosion en termes démographiques et en termes d'urbanisation, mais que l'impact au niveau du paiement ne se fait pas toujours sentir. Et la principale difficulté que l'administration fiscale a toujours eu par rapport à la mobilisation, c'est que quand bien même on connaît l'usager, le redevable, s'il ne paye pas, il y a parfois quelques scrupules à engager des procédures de recouvrement forcé parce que comment est-ce que notre société peut vivre le fait qu'on soit obligé de chasser quelqu'un de sa maison parce qu'il n'a pas payé? Donc, tout ceci doit donc être construit désormais avec les collectivités territoriales pour qu'elles qui sont plus proches de chacun des redevables travaillent à aider l'administration à collecter sans que cela débouche sur des conflits et des contentieux. Donc voilà comment est-ce qu'on peut unir nos forces pour aller vers une collecte qui soit une collecte juste et équitable. Alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter donc à ce que vous venez de dire en termes de message de la Direction générale des impôts à l'endroit des collectivités territoriales décentralisées qui n'arrêtent pas, vous le savez, mieux que nous et mieux que quiconque, de formuler des récriminations sur l'application de cette loi portant fiscalité locale? Non, ce qu'on doit leur dire, c'est ce qu'on dit en général à l'occasion de toutes les réformes. C'est qu'il ne faut pas avoir peur du monde nouveau. Quand on reforme notamment une réforme comme celle-là, qui a bénéficié de la contribution de toutes les parties prenantes, y compris les expériences internationales que nous avons intégrées dans le panel pour avoir quelque chose une solution camerounaise qui soit originale et efficace. Et donc, une fois que nous avons bâti une réforme de cette ampleur-là, on doit pouvoir se dire qu'il faut se donner le temps de bien expliquer, de bien faire comprendre et surtout de présenter les impacts au fur et à mesure, de manière à ce que chacune des collectivités se rende compte à l'évidence de ce que désormais ce qui lui est destiné est beaucoup plus important que ce qu'elle avait avant. Mais avant d'en arriver là, il y aura toujours ces frayeurs parce que le monde nouveau est toujours perçu comme étant porteur de risques, voilà, de dangers, ainsi de suite. Et c'est nous qui devons continuer à rassurer et rassurer davantage par l'efficacité de la collecte qui est faite et de la mobilisation. Donc, voilà un peu le sens. Et nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est véritablement maintenant que l'ensemble des textes qui accompagnent la réforme ont été validés
que nous devons engager ce travail-là de sensibilisation et ainsi de suite pour que chacun des acteurs puisse bien comprendre quel est son intérêt. Parce que la réforme a été conçue, je le rappelle, nous sommes tous des enfants de communes. La réforme a été conçue pour que nos communes aient beaucoup plus de ressources que ce qui était le cas par le passé. Donc, en aucun cas, on ne peut être entré en opposition de phase de la vision du chef de l'État qui est celle de donner de l'autonomie financière. La seule nuance qu'il faut comprendre dans autonomie financière, c'est le fait que l'autonomie financière a été entendue par le comité interministériel comme étant la capacité à doubler, tripler, voire tripler les ressources des collectivités et non pas à donner aux collectivités elles-mêmes le champ d'aller collecter parce qu'on aurait rapidement abouti à une cacophonie, on l'a dit, avec l'arrivée des exécutifs régionaux. Si chacun doit avoir son équipe de mobilisation sur le terrain, il peut y avoir des soucis. Alors, continuer à sensibiliser pour mieux faire comprendre, mieux appréhender cette nouvelle loi sur la fiscalité locale. C'est sur ces mots que nous allons vous dire merci, Adrien Tokey, d'être venu ici à PRC-TV nous donner toutes ces explications sur cette nouvelle loi. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur d'être dans vos somptueux locaux. On est tout à fait impressionnés. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc cette autre édition de Challenge Eco, votre émission économique sur PRC-TV. Merci de faire confiance au programme de PRC-TV.